Alberto Del Rio, un nom qui résonnait autrefois avec promesse et grandeur dans le monde du catch. Héritier d'une lignée légendaire, il avait tout pour réussir. Une présence magnétique, une maîtrise du ring impressionnante et une capacité innée à captiver les foules. Grâce à ses liens familiaux, il a eu accès à des opportunités que d'autres n'auraient jamais eues, ouvrant la voie à une ascension fulgurante au sein de la WWE, l'empire du divertissement sportif. Rapidement, il s'est imposé comme une vedette, enchaînant les victoires en championnat et les moments mémorables sous les projecteurs. Mais derrière cette réussite se cache une histoire bien plus sombre. Car si Del Rio a brillé sur le ring, sa carrière a aussi été marquée par des bagarres en coulisses, des licenciements scandaleux et de graves accusations de violences domestiques. Ce qui devait être une ascension vers la gloire s'est transformé en une chute vertigineuse, éclipsant son talent et ternissant à jamais son héritage. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante et tragique d'Alberto Del Rio, de l'apogée à la chute, et découvrir comment une carrière qui aurait dû être un chemin doré a dévié vers l'obscurité. Né à San Luis au Mexique le 25 mai 1977, José Rodríguez était le fils du grand luchador Dos Caras, le neveu de l'icône Mil Máscaras, l'un des plus grands poids lourds venant d'au-delà de la frontière. Dos Caras faisait régulièrement des tournées non seulement au Mexique mais aussi à l'étranger, notamment au Japon alors que son fils grandissait. Et plutôt que de tenter de se lancer dans le catch professionnel dès son plus jeune âge, Rodríguez a choisi d'étudier l'architecture et a obtenu un diplôme dans le domaine de l'université de San Luis. En plus de dessiner des plans et autres, Rodríguez s'est également intéressé à la lutte amateur. Plus que ça, il a excellé dans ce sport et a obtenu une place dans l'équipe nationale de lutte gréco-romaine de son pays en 1995, se classant 3e au championnat du monde junior en 1997. Rodríguez a également remporté les Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes 3 fois dans sa catégorie de poids. Ses entraînements et ses triomphes en tournoi l'ont mené à voyager à Sydney avec son équipe pour les Jeux olympiques de 2000. Néanmoins, le Mexique a fini par ne pas envoyer d'équipe pour diverses raisons allant de problèmes de financement à des rivalités politiques en passant par un incident survenu lors d'une compétition de qualification en France. En fin de compte, Rodríguez n'a pas pu saisir l'opportunité de concourir pour une médaille. Réalisant qu'à 23 ans, il ne pouvait probablement pas attendre 4 ans de plus, Rodríguez a décidé de passer professionnel. Luttant sous un masque en tant que Dos Caras Jr., il a fait ses débuts dans le catch professionnel pour la petite ligue indépendante Kajiki à Yamaguchi au Japon le 11 août 2000, s'associant à son père dans un match principal gagnant devant environ 600 fans. Mesurant 1m96 et pesant plus de 90 kg, Dos Caras Jr. était bien plus grand que la plupart des autres luchadors et préférait un style technique qui reflétait ses racines amateurs. Le 4 septembre 2000, Dos Caras Jr. a fait ses débuts à la AAA en intervenant pour sauver son père lors d'une rivalité avant de faire ses débuts sur le ring pour la compagnie lors d'un pay-per-view rien de moins le 29 septembre. Dos Caras Jr. a passé les premières années de sa carrière de catcheur professionnel à partager son temps entre le Mexique et le Japon. Mais son appétit pour la vraie compétition a persisté et il est entré dans le monde naissant du MMA. Et ça, seulement 1 an après ses débuts professionnels et quelques semaines après que lui et son père ont quitté la AAA. Opposé au combattant de Pancras Kengo Watanabe sur une carte promue par Deep Promotion, Dos Caras Jr. était considéré comme un outsider par rapport à un adversaire ayant 3 ans d'expérience professionnelle. Certes, Kengo n'était pas le meilleur combattant du monde et il était comparable en âge et en taille, mais Dos Caras Jr. n'était pas testé à ce niveau même s'il avait un pedigree en tant que lutteur. Dans une sorte de bouleversement majeur, Dos Caras Jr. a remporté son premier combat de MMA professionnel le 18 août 2001 en battant Watanabe en 50 secondes du premier round à Yokohama au Japon. Portant un masque pour protéger le kayfabe, sans parler de son visage, Caras a projeté Kengo avec un suplex belly-to-belly et lorsque Watanabe a posé sa main sur le tapis, il s'est cassé le bras, mettant ainsi fin au combat. Peut-être un coup de chance, mais la victoire a mis Dos Caras Jr. sur la carte et lui a rapporté un joli pactole de $20 000, bien plus que ce qu'il pouvait gagner à l'époque pour un seul match de catch. Le match revanche le 30 mars 2002 raconterait une histoire très différente, Kengo prenant sa revanche par soumission en 3 minutes 52 au deuxième round. Mais ça n'était rien comparé à la correction que Dos Caras Jr. a subie aux mains du terrifiant super combattant croate Mirko Cro Cop le 5 octobre 2003. En seulement 46 secondes du premier round, un high kick à la tête a envoyé le luchador au tapis et le coup de poing qu'il a reçu au visage alors qu'il était déjà KO a été considéré par beaucoup comme une insulte inutile qui aurait pu provoquer une grave blessure. Rodríguez a continué à combattre professionnellement jusqu'en 2010, enregistrant 9 victoires et 5 défaites lors de shows de diverses réputations. En ce qui concerne sa carrière de catcheur professionnel, il a commencé à travailler beaucoup plus régulièrement après avoir signé avec la CMLL en 2005. Les affaires de cette fédération allaient bien à l'époque, et Dos Caras Jr. était poussé en tant que star, même si certains pensaient que son talent ne le justifiait pas nécessairement et que beaucoup de la hype était due à son nom célèbre. Aussi bon lutteur amateur qu'il était, Rodríguez a d'abord eu du mal à enflammer le monde de la lucha libre avant de réaliser son potentiel de superstar et de remporter le titre mondial poids lourd de la CMLL le 8 juillet 2007. Il s'agissait d'un titre qu'il allait détenir pendant 533 jours, et ce furent des jours sombres pour la compagnie car la société avait du mal avec la baisse de la fréquentation et des problèmes en coulisses.
Incroyablement, Dos Caras Jr. ne défendrait le titre que 2 fois pendant son règne gigantesque. Plus qu'incroyable encore, il détenait le titre lorsqu'il était rapporté qu'il était plus que probable qu'il rejoigne la WWE. La WWE invitait Dos Caras Jr. à assister à l'enregistrement de SmackDown à Tulsa, Oklahoma le 11 juillet 2008. La société s'intéressait à lui depuis un certain temps et le responsable des relations avec les talents de l'époque, John Laurinaitis, avait déjà parlé à Caras au Japon auparavant lorsque la WWE était en tournée et qu'il était dans le pays pour un combat de MMA. À l'époque, Caras avait dit à Johnny Ace que bien qu'il veuille aller à la WWE un jour, il gagnerait plus d'argent au Mexique en tant que talent très demandé avec un bon tarif. Et Laurinaitis lui avait naturellement répondu qu'il faisait une grosse erreur en refusant une telle opportunité. À l'été 2008, la WWE ressentait le besoin d'une nouvelle star hispanique autour de laquelle se construire, en raison des préoccupations concernant la santé à long terme et la durabilité de Rey Mysterio qui avait été occasionnellement mis sur la touche en raison d'une blessure ou d'une autre. Leur but était également de retrouver une perle rare comme Eddie Guerrero qui avait su illuminer les foules par son immense talent. Peu de temps après, il a été rapporté que la WWE avait offert un contrat à Dos Caras Jr., mais qu'il l'avait refusé car la société voulait qu'il rejoigne leur système de développement plutôt que d'aller directement dans le roster principal. En ce qui concerne son statut, Dos Caras lui-même est apparu à la télévision de la CMLL le 4 août pour affirmer qu'il n'avait pas signé avec la WWE et qu'il n'était pas satisfait de ce qu'on lui avait proposé. Il finirait par signer début octobre, apparemment en quittant l'entreprise en mauvais termes. Il déclara que la CMLL ne s'était jamais préoccupée de son avenir même s'il était leur champion poids lourd. Dans une interview, Caras Jr. affirma qu'il était resté avec la compagnie aussi longtemps parce qu'il avait signé un contrat et voulait le respecter, mais il nota que la compagnie était dans très mauvaise posture. Son plan était de rendre le titre, pas de l'emmener à la WWE, apaisant ainsi toute crainte qu'ils auraient pu avoir à propos d'une éventuelle trahison. Puis après tout ça, il s'avéra qu'il n'avait pas signé avec la WWE après tout. Dos Caras Jr. avait bien reçu une offre, c'est certain, mais il l'étudiait toujours. Après que tout le monde pensait qu'il était sur le point d'accepter, il changea d'avis, affirmant que l'argent n'était pas suffisant et se plaignant d'être traité comme un débutant alors qu'il était déjà une star confirmée. La WWE a malgré tout tenté de faire travailler Caras lors de leur tournée d'automne au Mexique, mais il a refusé, s'engageant à travailler pour son ancienne fédération jusqu'au moins début 2009. Les personnes qui connaissaient Caras Jr. au Mexique pariaient qu'il ne durait pas longtemps à la WWE une fois arrivé là-bas en raison de sa personnalité. Certains allaient même jusqu'à dire qu'il était bien le fils de son oncle, en référence à l'ego légendaire de Mil Mascaras. Après avoir dit qu'il avait refusé 3 offres de contrats différentes, Rodriguez rendit son titre poids lourd à la CMLL fin novembre, leur disant qu'il commencerait avec la WWE dans 6 semaines. Après que des rumeurs sur ses débuts au Royal Rumble n'aient pas été fondées, Rodriguez annonça qu'il ne rejoindrait pas du tout la WWE et qu'il signerait plutôt un nouveau contrat de 4 ans avec la CMLL. C'était à ne plus rien y comprendre, personne ne comprenait vraiment la situation. La WWE de son côté affirma qu'ils avaient finalement décidé de ne pas le faire venir parce qu'ils n'ont pas aimé ce qu'ils avaient vu lors de son essai, même s'il lui avait certainement offert un contrat. De là, en juin 2009, il a été confirmé que Dos Caras Jr. allait effectivement rejoindre la WWE, signant un contrat de 3 ans avec l'organisation de Vince McMahon. Cette fois-ci, c'était pour de vrai, il était désormais pleinement engagé. Le business de la CMLL avait diminué par rapport à ce qu'il était lorsqu'il avait décidé de rester initialement, tandis que celui de la WWE au Mexique était fort et ne cessait de croître. Et avant de déménager en Floride, Rodriguez a annulé sa dernière date prévue au Mexique. En apprenant le style de la WWE au centre d'entraînement de la Florida Championship Wrestling à Tampa, Caras a été rejoint par son cousin El Hiro de Dos Caras. Les premiers rapports indiquaient qu'ils ne s'adaptaient pas bien à leur nouvel environnement, ayant du mal à comprendre le style de la WWE tout en ayant un manque évident de charisme dans leurs promos. Rodriguez était sûrement déçu puisqu'il avait signé un contrat et rejoint la FCW en croyant qu'il serait rapidement promu à Raw ou SmackDown, que son nom ne serait pas changé et qu'il conserverait son masque. Et quelle fut la surprise qu'ils aient immédiatement changé son nom et retiré son masque. Rodriguez était également irrité de devoir s'entraîner avec des débutants et de travailler sur des petits shows devant peu de fans. C'était une grande descente par rapport à ses prestations devant de grandes foules au Mexique et au Japon. Il pouvait être agacé de devoir refaire ses preuves, mais ses entraîneurs lui ont expliqué que c'était une partie importante du processus afin que ses collègues qui ne connaissaient peut-être pas ses exploits passés ne le jalousent pas. Rodriguez a ensuite crédité ses entraîneurs, notamment Tom Pritchard, Norman Smiley, Steve Keirn et Dusty Rhodes de l'avoir aidé pendant ses premiers mois difficiles. Après avoir bénéficié d'une certaine poussée à la FCW, Dos Caras Jr. a été envoyé sur la route avec le roster principal pour la tournée européenne de Raw en avril 2010, luttant dans 10 matchs consécutifs pendant 10 jours. Dos Caras qui a laissé tomber le junior, sûrement en raison de la haine bien connue et de longue date de Vince McMahon pour ce terme. Il a donc pu travailler avec des lutteurs tels que Christian, William Regal, MVP et Evan Bourne. La WWE était encouragée à faire avancer les choses avec Caras car les problèmes de blessure de Rey Mysterio refaisaient surface et la compagnie sentait qu'elle avait besoin de quelqu'un d'autre prêt pour le marché mexicain en pleine croissance. La croyance au sein de la WWE à l'époque était que Mysterio était à une blessure au genou près d'une retraite potentielle. Gardez à l'esprit que cela s'est passé il y a presque 15 ans et l'illustre Hall of Famer continue d'évoluer encore aujourd'hui. En coulisses, les interprètes hispanophones de la WWE conseillaient à Caras de rester discret pour son propre bien car il avait la réputation au Mexique de dire ce qu'il pensait en coulisses et de parler librement à la presse de catch.
Dans un nouvel environnement, une telle franchise pourrait assurément jouer contre lui, et lui était souligné que son apparente arrogance pourrait irriter certaines personnes. Caras a été autorisé à remettre son masque pour la tournée de la WWE au Mexique en mai 2010 où il a lutté en tant que face et était naturellement très populaire, battant Regal et Chavo Guerrero dans des matchs bien accueillis. Il a continué à travailler dans des dark matchs lors des enregistrements télévisés pendant le printemps et l'été, mais en tant que heel avec une gimmick où il coupait une promo en espagnol puis immédiatement une autre en anglais, réprimandant les fans pour ne pas avoir compris la première. Et l'un des grands atouts que la WWE voyait en Caras, c'est qu'il était bilingue. Après avoir brièvement essayé le nom d'Alberto Castillo, la première vignette faisant la promotion du début imminent d'Alberto Del Rio est apparue. Le 25 juin 2010, dans l'édition de SmackDown, Alberto Del Rio a fait ses débuts en incarnant un playboy sophistiqué vivant dans un immense manoir. Del Rio a montré une ample quantité de charisme jamais vue auparavant et s'adressant directement à la caméra. Ce traitement par vignette était une méthode éprouvée pour introduire un nouveau personnage et ils ont immédiatement fait d'Alberto Del Rio un personnage important. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait reçu une réaction positive lors de ses débuts télévisés le 20 août à SmackDown. Il a interrompu une confrontation physique avec Rey Mysterio, établissant ainsi un match principal entre les deux. Alberto a fait une entrée de superstar qui montrait que la WWE avait de grands projets pour lui. Arrivant à l'arène dans une Rolls-Royce, il a également bénéficié de feux d'artifice personnalisés de son propre annonceur de ring personnel hispanophone, Ricardo Rodriguez. Ce rêve de début était couronné par une victoire d'Alberto sur Rey en remportant le match par soumission avec un cross armbreaker. C'était un succès à tous les niveaux. La WWE a certainement aidé Del Rio, mais l'homme lui-même a prouvé qu'il pouvait gérer la pression et livrer des performances quand elles étaient nécessaires. À partir de là, Del Rio était placé au sommet de la carte de SmackDown. Malheureusement, sa rivalité avec Mysterio était mise à l'arrêt instantanément en raison d'un déséquilibre de l'oreille interne qui empêchait le luchador masqué de prendre des coups. Mais ça n'a pas ralenti Alberto pour autant. Il a continué avec le roster de SmackDown et a commencé à accumuler les victoires. En octobre, Del Rio est retourné au Mexique pour disputer des matchs importants contre Mysterio à Mexico, son père servant d'arbitre spécial. Il a également participé à des matchs par équipe s'associant avec Kane contre Mysterio et l'Undertaker à Mexico et Guadalajara. Après ça, il a même obtenu un match pour le titre mondial poids lourd à TLC, bien qu'il ait perdu dans un match à 4. Certes, il a peut-être subi une défaite, mais Del Rio participait déjà à des matchs pour le titre mondial dès le début de sa carrière, ce qui montrait que la WWE avait de grandes attentes pour leur nouvelle superstar mexicaine. À cette époque, Del Rio a également participé à la saison 4 de NXT où il a agi en tant que mentor pour un jeune compétiteur. Bien qu'il soit relativement nouveau à la WWE lui-même, la montée rapide de Del Rio dans la carte de SmackDown lui a permis d'occuper une position suffisamment importante pour qu'il soit choisi pour former les futurs superstars de la WWE dans l'émission. Néanmoins, alors qu'il avait initialement été choisi pour encadrer Conor O'Brien, le futur Conor de l'équipe Ascension, Del Rio a rapidement gagné Brodus Clay comme nouveau protégé au cours de l'émission. En établissant une relation à NXT, Del Rio a décidé d'emmener Brodus avec lui à SmackDown en tant que nouveau garde du corps imposant. La montée en flèche de Del Rio s'est poursuivie lorsqu'il a remporté le Royal Rumble 2011, éliminant 39 autres participants dans ce Rumble spécial de 40 hommes en éliminant en dernier Santino Marella. La destinée de Del Rio de devenir champion du monde semblait imminente après cette victoire, et il a rapidement défié Edge pour le championnat du monde poids lourd à WrestleMania 27. Après avoir entamé une rivalité avec Edge et Christian, Del Rio est arrivé à WrestleMania en grande pompe, espérant repartir du match avec l'or. Il est intéressant de noter que ce match serait le dernier d'Edge télévisé avant sa première retraite. Avec du recul, il est réconfortant de voir qu'Edge a pu conserver son titre lors de cette occasion, battant Del Rio et partant à la retraite avec un peu de positivité malgré le chagrin. Par la suite, Del Rio a cherché à remporter le championnat du monde poids lourd, désormais vacant lors de Extreme Rules, mais il a de nouveau perdu, cette fois-ci contre Christian. Quelques semaines plus tard, Del Rio a été transféré à Raw, perdant ainsi Brodus Clay au passage. De là, Del Rio a commencé une rivalité avec Big Show, le battant à Capitol Punishment avant d'utiliser cet élan pour entrer dans le match d'échelle de Money in the Bank le mois suivant. Et lors de cet événement, Alberto a réussi à capturer la mallette, ce qui lui donnait l'opportunité de tenter sa chance pour le championnat mondial de la compagnie à tout moment. Après l'événement principal, il semblait que Del Rio allait encaisser sa mallette ce soir-là. Suivant les ordres de Vince McMahon, Del Rio a couru vers le ring pour encaisser sa mallette sur le tout nouveau champion CM Punk, mais elle était rapidement neutralisée par Punk avant de pouvoir encaisser officiellement. Mais Del Rio a pu encaisser sa mallette le mois suivant à SummerSlam, profitant d'une attaque de Kevin Nash sur Punk pour finalement se couronner champion de la WWE. Néanmoins, avec le recul, le règne de champion d'Alberto a semblé quelque peu étrange à ce moment-là, étant donné qu'il a encaissé contre Punk qui traversait alors la période la plus chaude de sa carrière. Certes, son encaissement reste gravé dans l'esprit des fans de catch à cause des circonstances, mais beaucoup ont tendance à oublier ce qu'il a accompli en tant que champion au cours de ses différents règnes. Et il est facile de comprendre pourquoi. Il était clairement champion au mauvais moment, toujours relégué au second plan derrière John Cena et Punk, et c'est probablement le pourquoi du comment il a perdu la ceinture contre Cena dès le pay-per-view suivant à Night of Champions. Mais la WWE voyait toujours Del Rio comme un prétendant au titre mondial avec une victoire contre Punk et Cena à Hell in a Cell pour récupérer le championnat. Pour finalement s'établir comme un autre acteur majeur en battant Cena à vengeance dans un match bizarre où le ring s'était effondré lors du match précédent entre Big Show et Mark Henry.
Ensuite, Punk est revenu dans la course au titre, défiant et battant Del Rio à Survivor Series et Alberto n'a pas réussi à récupérer le titre lors de son match revanche à TLC, se blessant la nuit suivante à Raw, ce qui l'a tenu à l'écart des rings pendant plusieurs mois. Ce fut une année exceptionnelle néanmoins pour Del Rio, même si elle s'est terminée sur une note amère avec cette déchirure à l'aine lors d'un match par équipe le lendemain de Noël. Ça l'a non seulement éloigné du ring pendant quelques mois, mais a également assuré qu'il ne figurait pas dans les plans pour WrestleMania 28, ce qui aurait probablement affecté son compte en banque. Les rapports avant le show suggéraient que Del Rio n'était pas bien vu en coulisses à cette époque en raison de son attitude, certains estimant qu'il n'était pas tout à fait la superstar qu'il pensait être. Alberto, pour sa part, a donné une interview à une station de radio sportive de la région de la Baie dans laquelle il a admis qu'il n'aimait pas beaucoup de ses collègues, mentionnant spécifiquement The Miz comme quelqu'un qu'il détestait, avec qui il avait tenté de se battre à plusieurs reprises en dehors du ring. Que ses pairs l'apprécient ou non, à son retour, Del Rio était immédiatement réinséré dans la course au championnat du monde poids lourd avec Sheamus, maintenant détenteur de l'or. Del Rio a défié le Celtic Warrior perdant à Over the Limit dans un match à 4, puis a perdu à nouveau dans un match simple pour la ceinture à Money in the Bank 2012. Sa rivalité avec Sheamus a duré plusieurs mois, avec les deux hommes se battant pour le championnat à SummerSlam et Night of Champions, et Del Rio perdant chaque fois contre l'Irlandais. La WWE poussait fortement Sheamus à ce moment-là en tant que potentiel top face de l'événement principal pour l'avenir, voyant Del Rio comme un grand défi à relever. Cette rivalité a également permis de donner un peu plus de caractère à l'annonceur de Del Rio, Ricardo Rodriguez, qui a accidentellement causé la défaite de Del Rio lors de plusieurs matchs au cours de leur rivalité. Le cas le plus notable étant à SummerSlam lorsque Sheamus a intercepté une chaussure que Ricardo avait jetée dans le ring et l'a utilisée pour frapper Alberto. Ça allait devenir une petite graine pour quelque chose à l'avenir, mais nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, Del Rio allait simplement rester en dehors de la course au titre mondial, affrontant plusieurs autres grands noms. Il a commencé une rivalité avec Randy Orton, un nom bien établi. Ils se sont affrontés à la fois à Hell in a Cell et Survivor Series, avec cette rivalité étant en grande partie sans incident alors qu'Orton dominait son adversaire tout au long des mois. Après avoir conclu cette rivalité avec Randy, Del Rio a rapidement apporté un changement majeur à son personnage. En effet, après avoir vu 3MB se moquer de l'équipe des commentateurs espagnols lors d'un segment Miss TV, Ricardo Rodriguez de toutes les personnes est descendu pour les défendre. 3MB a rapidement attaqué Ricardo avant que Del Rio n'arrive pour le sauver, choisissant de faire équipe avec le Miz et un partenaire mystère pour affronter 3MB plus tard dans la soirée. Le partenaire mystère n'était ni plus ni moins que le Brooklyn Brawler, Tommy Dreamer. Si vous voulez revoir ce match étrange à 3 contre 3, il suffit de visionner l'épisode de Raw des Slammy Awards du 17 décembre pour assister au passage en face d'Alberto Del Rio de manière assez inhabituelle. Mais avec l'équipe du Brooklyn Brawler, The Miz et Alberto Del Rio remportent la victoire, et Del Rio s'est alors dirigé vers SmackDown avec un nouveau personnage de héros latino défendant le public hispanophone. Ricardo Rodriguez est devenu une partie de plus en plus importante de l'acte de Del Rio, jouant presque le rôle de victime comique des adversaires de Del Rio avec Alberto intervenant constamment pour défendre son ami. À l'approche du Royal Rumble, Ricardo s'est retrouvé dans le collimateur du champion du monde poids lourd de l'époque, Big Show, après avoir été désigné par tirage au sort comme le premier prétendant au titre de Big Show. Show a agressé Ricardo à plusieurs reprises, alors pour venger son ami, Del Rio a défié Show dans un match Last Man Standing lors du Rumble. De là, Del Rio s'est inspiré du match de John Cena contre Batista en attachant les jambes du Big Show aux cordes inférieures avec du ruban adhésif, l'empêchant de se libérer et le forçant à rester au sol pour le compte de 10. Ce qui a permis à Del Rio de remporter intelligemment son premier championnat du monde poids lourd. Avec l'or désormais autour de sa taille, Del Rio a pu défendre son titre avec succès à Elimination Chamber avant de se lancer dans une rivalité avec Jack Swagger pour WrestleMania 29. Swagger, incarnant un personnage anti-migrant aux côtés de son manager Zeb Colter, a ciblé le nouveau champion mexicain héroïque, Del Rio. Mais Del Rio a réussi à vaincre Swagger à WrestleMania avant de battre à la fois Jack et Colter dans un match handicap la nuit suivante, mettant ainsi fin à la rivalité. Malheureusement, après sa victoire, Del Rio s'est retrouvé blessé, offrant ainsi une opportunité en or à Dolph Ziggler, alors détenteur de la mallette Money in the Bank. Accompagné de Biggie Langston et Edge Lee, Dolph Ziggler a descendu la rampe sous l'enthousiasme débordant de l'univers de la WWE. Ce moment a généré l'une des réactions les plus bruyantes de tous les temps. Ziggler a encaissé la mallette, créant ainsi l'un des moments les plus iconiques de l'histoire du Money in the Bank. Après un affrontement tendu entre les deux hommes, Ziggler a remporté le match, provoquant l'explosion de la foule post-WrestleMania. Ce cash-in a révélé plusieurs choses pour Ziggler. Cela montrait que la foule était prête à le voir recevoir la reconnaissance qu'il méritait après être devenu l'un des lutteurs les plus populaires malgré la gestion de la WWE envers lui. Pour Del Rio, il était évident que les fans ne voulaient tout simplement pas l'encourager. Peut-être à cause de ses rivalités décevantes avec Big Show et Jack Swagger, mais il s'est avéré que Del Rio était simplement un personnage que les gens aimaient détester. C'était la preuve qu'il était bien plus efficace en tant que heel qu'en tant que face. Lors de leur revanche pour le titre à Payback, un double switch s'est produit avec Del Rio redevenant heel en ciblant à plusieurs reprises la tête blessée de Ziggler. Alberto a utilisé cette blessure pour récupérer l'or avant de battre Ziggler à Money in the Bank, mettant ainsi fin à leur rivalité tandis que la popularité intense de Ziggler diminuait progressivement.
Par la suite, Del Rio a commencé des rivalités contre Christian et Rob Van Dam, deux hommes qui l'ont battu lors de matchs non titrés à SmackDown. Néanmoins, après avoir perdu contre Van Dam, la colère de Del Rio s'est transformée en rage aveugle. Il a attaqué Ricardo Rodriguez après que son intervention dans le match ait échoué, ce qui a poussé Ricardo à rejoindre Rob Van Dam, laissant Del Rio seul pour se défendre. Malgré ça, Alberto a prouvé qu'il restait un champion redoutable en défendant avec succès son titre contre Christian à SummerSlam, puis contre Rob Van Dam à Night of Champions et Battleground. Après sa défense à Battleground, Del Rio a été forcé de se battre contre Ricardo à Raw par la manager générale Vicky Guerrero. Mais avant le début du match, Vicky a annoncé que Del Rio défendrait son titre à Hell in a Cell contre un John Cena revenant de blessure. Et à cause de cette distraction, Ricardo a pu rapidement immobiliser Alberto pour le compte de 3, annonçant un avenir sombre pour Del Rio en tant que champion du monde. Et ça n'a pas manqué car lors de Hell in a Cell, l'élan de Cena après son retour de blessure l'a propulsé à la victoire, remportant le championnat du monde poids lourd. Après cette défaite, Del Rio a enchaîné des rivalités mineures avec Sin Cara, remportant et perdant des matchs contre la superstar masquée avant de se lancer dans une rivalité contre Batista au Royal Rumble 2014. Alberto était éliminé par Batista qui a remporté le match, ce qui n'a fait qu'apporter encore davantage de colère pour Del Rio. Et avec un Batista remportant le match à la place de Daniel Bryan, le lutteur que tout le monde voulait voir gagner, la rivalité de Del Rio avec Batista a semblé vide et sans intérêt pour les fans. Avec de nombreux fans de la WWE se lassant de Del Rio à cette époque, le retour de Batista dans un match en solo après près de 4 ans s'est soldé par une défaite en demi-teinte pour Alberto Del Rio à Elimination Chamber. Par la suite, Del Rio errait dans la scène du haut de la carte, sa popularité déclinant lentement. Après son élimination de la bataille royale dédiée à André le Géant, Alberto n'a réussi à capturer aucun titre malgré de nombreuses tentatives pour devenir champion. Il a perdu le match d'échelle Money in the Bank, a échoué à plusieurs reprises contre Sheamus dans sa quête pour devenir champion des États-Unis et a perdu une bataille royale à Battleground pour le championnat intercontinental vacant. C'est à ce moment-là que des rapports en coulisses ont commencé à émerger concernant la superstar latine. Le 7 août 2014, Del Rio a été renvoyé de la WWE pour conduite non professionnelle ainsi qu'une altercation avec un employé. Et c'est là que tout commence. Dans une série de tweets plutôt étonnants le lendemain, la WWE a ajouté que Del Rio était responsable de ses propres actions et que si vous étiez en colère contre quelqu'un, soyez en colère contre Alberto. Avant de noter qu'il n'y avait aucune excuse pour qu'un athlète professionnel ne se conduise pas de manière professionnelle. De toute évidence, il y avait plus dans cette histoire qu'il n'y paraissait. Selon les rapports, Del Rio s'est impliqué dans une altercation physique avec un employé nommé Cody Barbieri en coulisses lors de l'enregistrement du 5 août à Laredo, Texas. Une version de l'histoire disait que quelqu'un avait fait un commentaire à Barbieri à propos de nettoyer de la nourriture de son assiette. Ce à quoi Barbieri aurait répondu quelque chose comme « N'est-ce pas ce pourquoi des gens comme Del Rio sont ici ?» Lorsque la nouvelle est parvenue à Alberto, il a confronté Barbieri et exigé des excuses. Comme aucune excuse n'a été formulée, il a asséné une claque retentissante au gestionnaire des médias sociaux de la WWE pour les événements en direct. Del Rio a ensuite été informé par Vince McMahon après avoir travaillé un match avec Jack Swagger enregistré pour WWE Main Event qu'il recevrait une suspension de 2 semaines pour ses actes ainsi qu'une amende de $5,000. On pense que Barbieri a ensuite menacé de porter plainte, ce qui a incité Paul Triple H Levesque à appeler Alberto pour le laisser partir. Del Rio était à juste titre furieux, estimant qu'il avait été lésé en partie à cause de la remarque perçue comme raciste. Au Mexique et à l'époque des territoires, la réponse physique d'Alberto aurait très probablement été laissée sans punition. Mais en 2014, à la WWE, une superstar était censée déposer une plainte auprès des ressources humaines et non littéralement régler ses comptes par elle-même. Alberto a plus tard admis qu'il était embarrassé par sa réaction, mais il ne regrettait pas nécessairement son geste, ajoutant que ce n'était pas la première fois qu'il avait des problèmes avec l'humour décalé de Barbieri. Quoi qu'il en soit, le très détesté Barbieri a quitté la WWE en octobre 2014. Del Rio, quant à lui, est retourné à la AAA dès que l'occasion s'est présentée, se présentant sous le nom d'Alberto El Patron à Triple Mania le 17 août. La AAA avait depuis longtemps manifesté de l'intérêt pour Alberto et il était bien connu que l'ancien champion de la WWE quitterait tôt ou tard l'organisation de Vince McMahon. Il en avait assez des contraintes de la vie sur la route, de sa baisse de popularité et des chèques de paie de plus en plus légers qui l'accompagnaient. Son contrat devait expirer en février 2015 et tout indiquait qu'il ne re-signerait pas avec la compagnie. Les conditions de la libération de Del Rio incluaient initialement une clause de non-concurrence d'1 an concernant toute entreprise de catch ou de MMA basée aux États-Unis. Et puisqu'il avait été licencié pour avoir agressé un employé, il a également renoncé à ses droits de royalties pendant la même période, du moins selon les termes du contrat de la WWE. Alberto et ses avocats pensaient évidemment que cela ne tiendrait pas devant un tribunal et ils avaient raison. Ainsi, il a commencé à accepter des dates sur le circuit indépendant presque immédiatement. Devenu une figure majeure sur la scène indie, Alberto El Patron demandait des honoraires substantiels pour ses apparitions. En plus de la AAA, il a travaillé pour Ring of Honor, Lucha Underground et la promotion japonaise Wrestle One, ainsi que pour diverses fédérations indépendantes américaines et internationales. Il a également décroché un poste de commentateur pour le groupe de MMA Combat America, une entreprise dont il serait un jour nommé président. Étant un homme en demande, Alberto s'est mis en meilleure forme et a reçu des éloges pour ses efforts dans ses matchs. Tout n'était pas rose cependant, notamment lors d'un show notable en juillet 2015.
Selon Clutch City Productions et Lone Star Championship Wrestling qui avaient uni leurs forces pour organiser un événement caritatif pour l'autisme, Alberto n'a pas assisté au show ni à la séance d'autographe prévue avant le show. Ayant reçu un acompte initial et payé pour un billet d'avion en première classe ainsi qu'un hôtel 4 étoiles, Alberto a négligé de se rendre à Houston pour l'événement, ce qui a suscité des inquiétudes pour son bien-être. Il a ensuite tweeté qu'il n'avait pas pu assister au show à cause de raisons personnelles et que les organisateurs avaient fait tout leur possible pour l'y emmener. Les sourcils se sont levés, mais pas beaucoup plus n'en a été fait, et Alberto a continué à parcourir le monde pour exercer son métier. La tournée mondiale d'Alberto El Patron a pris fin brutalement le 25 octobre 2015 lorsqu'il a répondu de manière inattendue au défi ouvert du champion des États-Unis John Cena lors du pay-per-view Hell in a Cell de la WWE. Introduit par son ancien ennemi Zeb Colter, l'apparition d'Alberto Del Rio était une totale surprise. Encore plus surprenant, il a effectivement battu Cena proprement en moins de 8 minutes, mettant fin à son incroyable règne en tant que champion des États-Unis. Alberto détenait maintenant 2 titres, étant également le champion au titre AAA Mega Champion lorsqu'il a signé à nouveau avec la WWE. Poussé à donner une nouvelle chance à la WWE lorsqu'ils l'ont approché avec une offre lucrative, comprenant une garantie salariale apparemment très généreuse d'environ 1,5 million de dollars. Del Rio a réalisé qu'à son âge et après tant d'années dans l'industrie, il était important de maximiser ses gains avant que son corps ne commence inévitablement à flancher. Bien qu'il ait provisoirement accepté de travailler pour la AAA en novembre, son contrat avec la WWE rendait cela essentiellement impossible puisqu'il était le champion des États-Unis et que la compagnie avait leur tournée annuelle d'automne en Europe jusqu'au coin, sans parler de Survivor Series juste après. De plus, et c'était essentiel, la AAA n'avait jamais vraiment signé Del Rio avec un contrat. En conséquence, ce AAA Mega Championship a été rendu vacant lorsque El Patron est redevenu Del Rio. Mais Alberto Del Rio avait les yeux rivés sur un prix bien plus grand, à savoir le titre WWE qui avait été rendu vacant lorsque Seth Rollins a subi une grave blessure au genou à Dublin en Irlande le 4 novembre. Del Rio a atteint les demi-finales d'un tournoi pour couronner un nouveau champion, tombant face à Roman Reigns à Survivor Series. Après s'être séparé de Zeb Colter, il faut dire que leur association était maladroite dès le départ. Alberto a rejoint Sheamus, Wade Barrett et Rusev dans la League of Nations. Un groupe qui semblait bon sur le papier mais qui avait essentiellement été créé pour assister au projet connu sous le nom de Roman Reigns. Malheureusement, le groupe s'est avéré inutile, ne servant que de tremplin pour Roman Reigns plutôt que de réelle menace. Del Rio a perdu beaucoup de momentum en étant dans ce groupe au point de perdre son titre des États-Unis contre Kalisto lors d'un épisode d'Euro et non lors d'un grand événement pay-per-view. Après la dissolution de la League of Nations suite à un segment à WrestleMania avec Shawn Michaels, Mick Foley et Stone Cold Steve Austin, Del Rio s'est retrouvé bloqué dans un rôle sans grande importance, principalement utilisé pour donner des victoires crédibles à d'autres lutteurs. De plus en plus frustré par le manque de direction de son personnage, Del Rio a violé la politique de bien-être de la WWE le 18 août 2016, ce qui l'a conduit à activer une clause de résiliation dans son contrat lui permettant de quitter la compagnie. En réalité, ses avocats avaient envoyé une lettre à la WWE dès le mois de juin, indiquant l'intention de leurs clients de se retirer à la mi-septembre. Bien qu'ils aient signé pour plusieurs années, à la fois Alberto et la WWE avaient une option de sortie après 1 an. Comme toujours avec Alberto, il y avait plus dans l'histoire que son simple mécontentement face à sa baisse de popularité comme il avait pu l'affirmer. Après avoir prétendument reçu une promesse selon laquelle il occuperait la place de main eventer avec Paul Heyman comme manager et avoir été contrôlé positif lors d'un test anti-drogue aléatoire. José Alberto Rodriguez avait entamé en coulisses une relation avec Saraya Jade Davis, mieux connue sous le nom de Paige, star de la WWE, qui par hasard avait également reçu une suspension de 30 jours pour violation de la politique de bien-être le 18 août. Un autre sujet de mécontentement pour Del Rio était son transfert à SmackDown lors du draft, tandis que sa petite amie restait à Raw. Beaucoup croyaient que la WWE ne voulait pas que le couple soit ensemble et que c'était leur manière de tenter de les séparer. Il a également été rapporté qu'à cette époque, l'ex-femme d'Alberto, Angela Rodriguez, avait déposé des documents indiquant que leur mariage avait pris fin le 27 mai après la publication de photos de Del Rio et Paige ensemble. Ses avocats demandaient également une ordonnance restrictive pour limiter les contacts entre eux. Alberto de son côté a affirmé que leur mariage avait effectivement pris fin en juin 2015, alléguant un traitement cruel de sa part envers lui. Il avait demandé le divorce au Mexique en juillet 2016 avec une demande pour que sa femme subisse une évaluation psychologique. Il s'agissait manifestement d'un divorce houleux, les deux parties souhaitant la garde des enfants et la propriété de la maison qu'ils partageaient. Quant à Paige, elle était supposée avoir quitté la WWE après le départ de son compagnon avec environ 3 ans restant sur son contrat. Paige a affirmé qu'elle n'avait pas échoué au test anti-drogue et que son échec était simplement un problème de procédure, déclarant qu'elle n'était pas chez elle lorsqu'elle a été contactée pour un test aléatoire par l'agence EGIS, avant de parcourir 200 miles pour en faire un. Malheureusement, elle n'est pas arrivée à temps, bien qu'elle ait réussi un test quelques jours plus tard. Comme ce fut le cas après son départ de la WWE en 2014, il n'y avait pas de pénurie de prétendants intéressés par les services d'Alberto. Avec la AAA, CMLL, Lucha Underground, Ring of Honor, TNA et la New Japan Pro Wrestling cherchant tous à le recruter. Lors d'une conférence de presse à Mexico le 9 septembre, Del Rio, accompagné de Paige qui n'a pas parlé, n'a pas été reconnu, a discuté de son avenir, exprimant son désir de travailler avec un emploi du temps limité en tant que freelance pendant les 2 prochaines années avant de prendre sa retraite. Il a également été révélé que sa violation de la politique de bien-être était due à une drogue améliorant la performance et non une drogue récréative.
Ce qui veut dire qu'il ne se droguait pas occasionnellement mais très souvent et que malheureusement pour lui, le test aléatoire est tombé et il s'est fait choper. Dans une interview, Del Rio a noté qu'il avait subi une thérapie de remplacement de la testostérone sous la supervision d'un médecin, mais la TRT était interdite par la politique de bien-être de la WWE. Reprenant le nom d'Alberto El Patron, Rodriguez serait très occupé dans les années suivantes, luttant dans le monde entier. Malheureusement, son nom serait souvent à la une pour toutes les mauvaises raisons. Le 2 octobre 2016, Alberto Del Rio ne s'est pas présenté à un show de la AAA à Monterrey. La compagnie a alors modifié son événement principal et a publié un communiqué sévère après l'événement, affirmant qu'El Patron avait déçu les fans mexicains. Néanmoins, leur discours a changé le lendemain lorsque Del Rio a posté des photos montrant de multiples blessures qu'il aurait subies lors d'une apparente attaque au couteau à San Antonio, Texas, juste avant son vol pour le Mexique. Selon MLW Radio, qui était proche d'Alberto, ce dernier aurait une altercation avec un conducteur qui avait percuté sa voiture. Toujours selon MLW, Alberto aurait réussi à repousser l'agresseur, mais pas avant d'avoir été entaillé à plusieurs reprises avec l'arme de l'attaquant. Le 10 octobre, Page a été suspendu pour 60 jours pour sa deuxième violation de la politique de bien-être de la WWE. Se sentant injustement traitée, l'ancienne championne des divas a exprimé son mécontentement sur Twitter, affirmant qu'elle avait une prescription valide et dénonçant ce qu'elle percevait comme une application sélective des règles en fonction du statut des superstars. Sa famille l'a publiquement soutenue, critiquant la gestion de la situation par la WWE et insinuant que la compagnie ne prenait pas sa blessure au cou aussi sérieusement qu'elle le devrait. La WWE a répondu par un communiqué indiquant que Page avait été testé positif pour une substance illégale et non un médicament prescrit, tout en soulignant qu'il continue à lui fournir des soins de classe mondiale pour sa rééducation. Quant à l'incident de l'agression au couteau, une nouvelle version de l'histoire a émergé 8 jours plus tard. Selon cette version, Alberto et Page quittaient un restaurant de San Antonio en route pour l'aéroport afin de se rendre à Monterrey pour le show de la AAA. Et c'est alors qu'un sans-abri aurait attaqué Alberto et l'aurait poignardé 2 fois. Alberto a ensuite affirmé qu'un individu avait manqué de respect à Page, déclenchant une bagarre. Dans cette version, Page aurait été jeté au sol par l'agresseur avant que ce dernier ne soit maîtrisé par Alberto. Cela fait donc 3 versions différentes de ce qui s'est passé et il semble que personne n'ait jamais vraiment compris ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Cependant, cette histoire est vite passée au second plan lorsque le 16 octobre, Page a demandé Alberto en mariage sur le ring après son match à Porto Rico. Alberto a évidemment accepté et les deux ont célébré leur engagement sur l'île. En Angleterre, cette nouvelle était mal reçue par le père de Page, Ricky Knight, qui s'était prononcé contre la relation de sa fille avec Del Rio. Il avait écrit un message sur les réseaux sociaux disant « Je mets ça là, je n'en dirai pas plus à personne, je suis totalement contre le mariage de ma fille avec cet homme », fin de déclaration. Ce message a été rapidement supprimé, mais l'avocat de l'épouse éloignée d'Alberto a également publié une déclaration notant que le divorce n'était pas encore officiellement finalisé. Tout en ajoutant qu'il fallait observer comment Alberto niait traiter sa femme actuelle et la mère de ses enfants dans le cadre de son divorce en affirmant que l'histoire se répétait. Les tourtereaux prêtaient-ils attention à ses opinions externes ? Eh bien, ils sont allés jusqu'à se faire tatouer les noms de chacun sur leur peau. 3 jours après qu'elle ait posé la grande question, Page a subi une intervention chirurgicale majeure au cou à Tampa, en Floride. Le 12 décembre, Alberto et Page ont de nouveau fait la une des journaux, cette fois-ci pour une bagarre en coulisses lors d'un show de l'IWG à Juarez. Le couple était là pour voir le frère d'Alberto, El Hijo de Dos Caras, dans le main event du show. Selon des témoins, Alberto s'est battu avec le lutteur Rafi, également connu sous le nom d'Alan Extreme parce que Rodriguez croyait qu'il avait touché Page de manière inappropriée. Des coups ont alors été échangés et Rafi est sorti de la bagarre en bien pire état. Selon un autre rapport, Alberto avait une altercation très houleuse avec Robbie Hill lors d'un show à Porto Rico le 3 décembre, encore une fois pour quelque chose en rapport avec Page. Pour clore l'année, Rodriguez a eu 2 autres altercations physiques en Autriche. Le 30 décembre, Alberto et son frère ont tous deux été arrêtés aux premières heures du samedi matin alors qu'ils assistaient à une fête dans la ville de Leoben. Il a été rapporté que les 2 frères s'étaient battus avec un fan masculin de 26 ans après un show le vendredi soir, l'ayant battu si gravement qu'il a été hospitalisé. Lorsque la police a emmené les frères au commissariat, ils ont fini par se battre entre eux, la bagarre se terminant quand Alberto a mis KO son jeune frère. Il aurait fallu 10 agents pour les séparer et la police a dû utiliser des liens en plastique pour maîtriser Alberto. Il a réussi à les briser néanmoins et ils ont dû utiliser des entraves pour lui attacher les pieds, ce qui l'a finalement calmé. Il a été signalé que des dommages avaient été causés aux meubles à l'intérieur du commissariat avec du sang tachant les murs. Néanmoins, les frères ont été autorisés à quitter le pays et les charges ont été transmises aux autorités des lieux de résidence des 2 hommes. En ce qui concerne Alberto, son comportement erratique a perduré. En avril, il a livré une déclaration ivre sur Periscope, critiquant Triple H avec des propos que je ne peux pas vraiment répéter ici, tout en notant que lui et Page prévoyaient de se marier en juin. Cependant, il n'y aurait pas de mariage et en fait, une explosion très publique cet été-là a marqué le début de la fin d'une relation tumultueuse. Le 9 juillet 2017, une allégation de violence domestique impliquant Alberto et Page a surgi à l'aéroport international d'Orlando où le couple allait embarquer pour un vol à destination d'un show indépendant à El Paso, au Texas. Des témoins ont affirmé qu'Alberto avait malmené sa fiancée après que les deux se soient disputés dans un restaurant de l'aéroport. Dispute qui s'est terminée avec Page lançant une boisson sur lui avant d'essayer de fuir pour s'éloigner de lui. Un enregistrement audio obtenu par TMZ réalisé par une fan de catch présente sur place montre Page criant à Alberto de s'éloigner d'elle et de sortir de sa vie.
On peut entendre Alberto dans l'enregistrement dire que c'est Paige qui devait être arrêtée car elle l'avait agressé. Paige a tenté de prétendre par la suite que c'était en fait la fan qui avait jeté une boisson sur Del Rio, ce que la fan a nié. La fan a également affirmé que Paige avait crié à propos d'Alberto qu'il était sous les effets de la cocaïne depuis 2 jours d'affilée et l'avait traité d'abusif, criant qu'il avait ruiné sa vie et sa carrière. Selon la fan, Alberto aurait dit quelque chose du genre « vérifier son sac, la coke est dedans, c'est tout à elle ». Elle avait également remarqué qu'Alberto sentait fortement l'alcool et a donc commencé à enregistrer la dispute. Paige admettra bientôt que c'était bien elle qui avait lancé la boisson sur Alberto, disant qu'il s'agissait de bière, ce qui expliquait pourquoi elle sentait l'alcool. Son geste était dû au fait que Del Rio avait dit un commentaire à propos de son oncle qui était en mauvaise santé. Selon des témoins, Alberto avait dit à Paige qu'il espérait que son oncle mourrait car il était contrarié par la durée de sa conversation téléphonique. Le couple s'est alors immédiatement réconcilié et a essayé de minimiser la gravité de la situation. L'un des employeurs de Rodriguez, la Global Force Wrestling et la TNA où il était champion d'ailleurs, l'ont suspendu provisoirement en attendant les résultats d'une enquête policière. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, ce n'était que le dernier d'une longue série d'incidents dont la majorité n'avait pas été signalée. On disait que le couple se séparait souvent mais finissait inévitablement par se réconcilier et se battre fréquemment. La famille de Paige n'a pas caché son aversion pour Alberto. Son frère aîné Roy l'accusant de vouloir faire virer sa sœur de la WWE en menaçant publiquement l'entreprise, y compris quelques jours auparavant lorsque la WWE avait visité San Antonio. Il a également déclaré qu'il avait des preuves photographiques des abus physiques que sa sœur avait subis aux mains de l'ancien combattant de MMA. Son autre frère, Zach, a exprimé publiquement son inquiétude pour le bien-être de sa sœur, tout en réitérant ce que Roy avait dit à propos des coups physiques, suppliant les gens de garder un œil sur elle. Il craignait ouvertement qu'elle ne finisse tout simplement comme Amy Winehouse ou Whitney Houston. Heureusement, le destin de l'anti-diva ne serait pas tragique. En novembre 2017, Paige et Alberto se sont officiellement séparés pour de bon cette fois-ci. Ils ont cité l'incapacité de passer du temps ensemble maintenant que Paige était prête à revenir sur les routes avec la WWE et qu'Alberto était occupé par divers engagements professionnels, sans oublier qu'il s'occupait de ses enfants comme la principale raison de sa séparation. En parlant de son ex-fiancé dans les médias, Alberto lui a souhaité le meilleur. La suspension d'Alberto de la Global Force Wrestling a pris fin lorsqu'il n'a été accusé de rien suite à l'incident de l'aéroport. Leur collaboration a duré jusqu'en avril 2018 quand Global Force / Impact Wrestling a licencié Alberto pour ne pas s'être présenté à un show combiné avec la Lucha Underground. Un show qu'il devait initialement main eventer pendant le week-end de WrestleMania 34 et il ne s'est également pas présenté à une séance d'autographe le lendemain. Alberto a affirmé qu'il avait raté le show parce qu'il était malade, mais ceux qui l'avaient vu à New Orleans ont dit qu'il n'agissait pas normalement. Fidèle à lui-même, Alberto a changé d'histoire quelques jours plus tard et a blâmé son absence sur un problème familial. Après ça, son contrat avec Impact avait expiré à peu près au même moment. Ils étaient en train de négocier un nouveau contrat, bien qu'Alberto ait rencontré Vince McMahon au siège de la WWE le 28 février pour discuter d'un retour potentiel qui ne s'est jamais matérialisé. Rodriguez s'était récemment excusé auprès de Paul Levesque Triple H pour toutes ses provocations publiques. Il n'a jamais vraiment été un gars de Triple H, mais Vince McMahon aimait le personnage et était toujours à la recherche d'une grande star mexicaine bilingue avec une bonne condition physique et une famille avec derrière elle une lignée prestigieuse. Ces dernières étaient rares et c'est pourquoi Del Rio a eu autant de chance. Une autre carrière à la WWE n'était pas à l'ordre du jour et pendant les 2 ans et demi suivants, El Patron a principalement travaillé pour de petites promotions aux États-Unis, au Mexique et à Porto Rico. Il est également sorti de sa retraite en MMA pour affronter Tito Ortiz lors d'un combat sous la bannière de Combate America le 7 décembre 2019. Rodriguez a été humilié par le bad boy de Huntington Beach, forcé de se soumettre à une prise d'étranglement dès le premier round. 6 mois plus tard, Alberto se retrouvait dans un type de cage bien différent. Le 7 mai 2020, José Alberto Rodriguez a été arrêté pour une accusation liée à l'abus présumé de sa petite amie de l'époque qui aurait eu lieu dans la maison d'Alberto à San Antonio la nuit du 3 mai et tôt le matin du 4 mai. Accusé d'agression aggravée avec une arme mortelle, il a été libéré le 10 mai moyennant une caution de 50 000 $. Et selon la victime, l'incident a commencé quand Alberto l'a accusé d'infidélité. Il voulait qu'elle l'avoue et lorsqu'elle refusait, elle alléguait qu'il l'avait giflé 2 fois à la tête et l'avait emmené dans sa chambre au rez-de-chaussée. Elle prétendait qu'il l'avait ensuite giflé 8 fois de plus et lui avait ordonné de mettre une robe et de danser pour lui. Lorsqu'elle refusait, il aurait menacé de la prendre, elle et son fils, et de les déposer au milieu de la route quelque part. De plus, il aurait détruit son téléphone, endommagé son ordinateur et tenté de brûler son passeport. La femme, décrite comme mesurant 1,65 m, pesant 60 kg et ne parlant que l'espagnol, a porté d'autres accusations d'agression qui sont si choquantes que je ne peux pas les répéter ici. En octobre, Alberto était inculpé de 4 chefs d'accusation d'agression et d'un chef d'accusation d'enlèvement en relation avec l'incident. Il risquait potentiellement des décennies de prison avec de lourdes amendes s'il était reconnu coupable. Peu de temps après son inculpation, Paige a révélé les détails de sa relation tumultueuse avec Rodriguez lors d'une apparition dans le podcast Grown Ass Woman. Selon Paige, Alberto, qu'elle n'a jamais nommé directement, l'enfermait dans des pièces pendant des heures et la frappait toutes les quelques minutes. Elle disait initialement se défendre mais se retrouvait piégée dans un cycle où les coups se produisaient presque quotidiennement. Paige a ajouté que l'arrestation de son ex était un retour de bâton mérité et qu'il méritait tout ce qui lui arrivait en ce moment.
Rodriguez a répondu via TMZ en affirmant que les abus étaient en fait dans l'autre sens et qu'il avait des photos pour le prouver. Il a également menacé de poursuivre Paige pour diffamation, affirmant qu'elle avait enfreint un accord de confidentialité que les deux avaient signé lorsqu'ils se sont séparés 3 ans plus tôt. Avant que cette affaire ne puisse être jugée, l'ex-petit ami d'Alberto a rétracté son récit et présenté ses excuses à lui et à sa famille. Alberto a avancé l'idée que sa petite amie avec qui il aurait pu être fiancé avait fait ces accusations par vengeance car Del Rio l'avait trompé à l'époque. La police avait toutefois vu des preuves de contusion et d'autres marques sur son corps. Ainsi, bien qu'elle ait tenté de faire abandonner les charges et cesser de coopérer avec les autorités, l'État du Texas a poursuivi l'affaire. Le cas a finalement été rejeté le 10 décembre 2021, juste avant d'aller en procès lorsqu'un témoin clé ne s'est pas présenté. Lors d'une conférence de presse à Mexico 10 jours plus tard, Alberto a déclaré que les résultats de l'enquête prouvaient son innocence de toutes les accusations, tout en avertissant son ex-fiancée Paige qu'il avait des enregistrements qui pourraient la faire virer de la WWE si elle parlait de lui négativement en public à nouveau. Le 6 mai 2022, Alberto est expulsé d'un show à Monterrey au Mexique pour la promotion Chaos. Il a été informé par le promoteur Alonso Battel d'arriver au bâtiment avant 15 h sous peine d'être retiré de la carte et non payé. Alberto n'est arrivé que 2 heures plus tard alors que le show était déjà en cours. Battel a alors demandé à la sécurité de ne pas le laisser entrer, mais Rodriguez s'est imposé malgré tout. Le père et le frère d'Alberto ont été filmés en train de discuter avec Battel qui a finalement laissé El Patron travailler sur le show. Au moment de l'enregistrement de cette vidéo, c'était le dernier incident impliquant El Patron qui a maintenant 47 ans et travaille pour des promotions telles que la AAA. On a également pu récemment le voir affronter notre talentueux catcheur français Tom Laroufa lors du Festival international de catch organisé par l'association bitéroise de catch. Actuellement, il est toujours une figure emblématique de la culture mexicaine et a même participé à la version célébrité du pays de Bake Off en 2003. Il occupe également le poste officiel de commentateur UFC pour les pays hispaniques, donc au bout du compte, l'homme qui a remporté le Royal Rumble, Money in the Bank et le titre mondial de la WWE dans la même année civile ne s'en sort pas si mal. Alberto Del Rio. Un nom qui résonnait autrefois comme la prochaine grande star latino de la WWE est devenu un symbole de ce que le talent seul ne suffit pas à garantir. Avec le look, le pedigree et l'athlétisme, Del Rio avait tout pour réussir. Mais dès ses débuts, la malchance a frappé. Sa rivalité avec Edge qui devait le propulser au sommet s'est brutalement arrêtée avec la retraite de la Rated R Superstar, puis son passage en tant que champion du monde s'est trouvé relégué au second plan, éclipsé par l'ascension fulgurante de CM Punk et la présence écrasante de John Cena. Ses dernières chances avec Sheamus, Big Show et Jack Swagger n'ont fait que confirmer une carrière qui peinait à décoller. Malgré les multiples opportunités, la flamme de Del Rio s'est éteinte, sa popularité déclinant à mesure que ses problèmes personnels prenaient le dessus. Drogue, scandales, relations tumultueuses et arrestations ont terni son image. Et aujourd'hui, son nom figure sur une liste noire dans presque toutes les grandes compagnies de catch. Ce qui aurait pu être une carrière digne du Hall of Fame est désormais une série de « et si ». Del Rio est un rappel brutal que même les artistes les plus talentueux peuvent être leurs propres pires ennemis. Il a marqué le monde du catch avec des moments forts et des succès, mais il a aussi laissé derrière lui une trace indélébile de controverses. À la fin, Alberto est un cas d'école, un lutteur au potentiel immense mais dont le parcours montre que chaque décision compte et que même la plus brillante des étoiles peut finir par s'éteindre. Et voilà les gars, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu en commentaire, à lâcher un j'aime et à partager la chaîne surtout, c'est très important. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une autre histoire, je vous remercie tous, c'était Vince, merci.